l'été. C'est le nec plus ultra, les limbes avec du gros confort. La zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y'a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censure, c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'auront personne à canceller. Car chez nous, évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspires, des coups, des crosseurs. Vaccinés au bord, pour nous l'argent n'a pas d'odeur. Au vodka, on est prêt à se prendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment et-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour, ma bienvenue chez nous, mets-toi à l'aise, c'est comme chez vous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet, anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire, malgré le coup de la loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Bonsoir Mickey, j'espère que tu vas bien et bonsoir à tout le monde pour le show. Bienvenue à True Fact. Donc mon nom c'est Actu4 et on va être ensemble pour au moins la prochaine heure et peut-être un peu plus longtemps étant donné quand même qu'on a quand même beaucoup de nouvelles à voir ensemble. On va commencer vraiment tout de suite. Il n'y aura pas trop de blabla parce qu'on a du stock à voir ensemble. Pour commencer, le candidat du Parti libéral du Canada, Mark Carney, affirme que le Canada continuera les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. Et si on va selon ce qu'il dit, on va attendre que ça charge, comme il faut. Ah ben là, j'ai baissé le son. Je suis pas encore à côté là-dessus, moi. C'est bon. There's a fever gripping America. And while it rages, Canadians will remain resolute and true to our values. While America engages in a war on woke, Canadians will continue to value inclusiveness. En gros, ce qu'il annonce, je vais baisser ça parce que sinon, on va faire un saut extrême. Le nouveau slogan de campagne de Mark Carney, Woke, est là pour rester. Donc, on parle de DEI, diversité, équité, inclusion. Voyons comment cela fonctionne. Combien de Canadiens qui auraient pu le soutenir ont tout simplement abandonné avec cette annonce-là. Donc, maintenant, vous savez que si vous votez pour le Parti libéral, évidemment, ben, vous votez pour encore toutes les affaires LGBT. Si vous étiez tanné des affaires LGBT avec Justin Trudeau, ça va quand même continuer parce que ça reste quand même le Parti libéral. Ça change quand même pas et c'est exactement ce que je vous avais dit la dernière fois dans le dernier live. Peu importe pour qui vous allez voter, qui va être là comme chef du Parti libéral au Canada, ça reste quand même le même parti. Ça changera pas. C'est pas parce que le chef change que tout le reste change dans le parti. C'est la même chose. Ensuite, on continue. On parle un peu de l'Argentine, juste dans les nouvelles flash par contre. L'Argentine emboîte le pas des États-Unis et quitte également l'OMS. De plus, c'est la fin des programmes diversité, équité et inclusion pour eux autres. Les traitements et chirurgies de transition pour mineurs prennent également fin. Il y a juste chez nous et en France qu'on veut garder ça. Donald Trump, et on va beaucoup parler de Donald Trump quand même aujourd'hui, a signé un décret pour mettre fin à la présence des transgenres dans les compétitions sportives féminines. Si t'es un homme biologique, tu joueras et compétitionneras avec des hommes contre des hommes. Et seulement avec et contre des hommes. Il signera également le décret pour mettre fin aux pailles en papier afin de recommencer à utiliser les pailles en plastique et ça, on va en parler.
Tout d'abord, une chose qui est quand même, je l'avais gardée également dans mes signets, de voir à quel point les gens sont très contents de voir cette affaire-là. C'était merveilleux à voir avec ces jeunes filles autour de lui et qui ne seront maintenant plus forcées d'avoir des hommes dans leur salle d'habillage et de compétitionner contre les hommes dans leur sport. Oui, c'est quelque chose d'incroyablement beau. Personnellement, quand j'ai vu... Merci beaucoup pour le suivi, Mickey. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et après, on dit que cet homme-là est un homme misogyne, est un homme anti-femme. Eh bien, les femmes en soi, elles sont heureuses de l'avoir comme président parce que le retour des droits pour la femme, c'est là. Merci beaucoup pour le cœur, Joseph. C'est le retour. On disait que la gauche, c'est pour les droits des femmes. Or, c'est tout le contraire. Et c'est là qu'on le voit avec Donald Trump. Donald Trump redonne le droit aux femmes leur place. On est là, on sert à quelque chose. Et avec Donald Trump, on le voit. C'est ça qu'il veut. C'est super. Réellement. C'est quelque chose... J'adore. Il y a des choses que Donald Trump ne fait pas de parfait. Mais pour ce qui est pour les droits des femmes, pour les affaires LGBT, là-dessus, il a tout mon souci, réellement. En tant que femme, j'aimerais en ce moment être aux États-Unis. J'aimerais. Parce qu'au Canada, on n'est pas rendu là. Mais à part ça, sinon, on a encore d'autres choses. Aujourd'hui, ce qu'on va voir réellement dans l'émission, on a, comme je vous ai parlé, Trump met fin aux pailles en carton et selon une étude menée en août 2023, et ça j'en avais déjà parlé également quand ça avait été fait, là, avant de faire des vidéos sur YouTube, etc., avant d'être en live nécessairement, j'en avais déjà parlé. Que ces pailles ne seraient pas si écologiques que l'on peut le penser et seraient même toxiques pour la santé. Donc on voit ça. On a également le Parti libéral du Canada qui admet que la production de fentanyl au Canada dépasse la demande locale. On a le gros boom d'aujourd'hui on va même probablement aller voir même encore plus loin parce que c'est arrivé aujourd'hui. J'ai pas eu le temps à 100 000 à l'heure de tout regarder parce qu'il y a du stock à voir. Et ça, dans les médias traditionnels, c'était silence radio. C'est quelque chose d'énorme. Ça avait beau être juste aux États-Unis en soi, c'est quelque chose d'énorme. Et on en parle, ici on va en parler, mais dans les médias traditionnels, c'est non. Trump qui met fin à l'USID. Je sais, je suis capable de dire sans l'apostrophe, mais avec l'apostrophe, j'ai bien de la misère. Et si on a le temps, merci beaucoup pour le suivi, Atlas. Et si on a le temps, on va également parler de GNL Québec qui a fait enfin finalement un retour des boulamites, sincèrement. On le sait, avec les affaires de Donald Trump, les menaces qu'on a vécues au Canada, de se faire arrêter au niveau du pétrole, on a vu à quel point que le Canada est dépendant et on est faible comme pays quand on n'a pas accès à certaines sources qu'on devrait avoir, littéralement. Et parce qu'on n'a pas le GNL qu'on était supposé avoir, mais qu'on n'a finalement pas eu, parce que finalement on a dit non, que c'était pas bien, que c'était... Ben, on voit les répercussions qu'on a aujourd'hui. On les voit, puis on est hyper dépendant des États-Unis, entre autres, et ça fait qu'on est ultra faible. Et le développement, on refuse encore le développement. C'est une mauvaise affaire. Ça, j'espère avoir le temps. Si j'ai pas le temps d'en parler, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir juste avec l'USID. Mais si on a le temps, tant mieux. Si on n'a pas le temps, ça ira à mardi prochain. C'est pas plus grave que ça. J'ai du beau stock avec GNL Québec. De toute façon, ça sera pas plus grave que ça. Il y a des choses vraiment plus importantes encore ce soir à parler. On est encore plus faible quand on ose s'attaquer au USA en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Oh, ça c'est complètement stupide. Hein? D'ailleurs, juste à vous dire, toutes les personnes en ce moment qui veulent boycotter les États-Unis, dites-vous qu'en boycottant les États-Unis, vous faites du mal à l'économie du Canada. Parce qu'il y a il y a beaucoup de choses qui viennent, oui, des États-Unis, mais que c'est le Québec
qui est à l'intérieur de ça aussi. Si moindrement vous boycottez, vous boycottez aussi le Canada. Ça fait mal. Imaginez, oui, ça vient des États-Unis, mais si vous regardez comment ça a été construit, vous allez vous rendre compte assez rapidement que à l'intérieur de ce produit-là, d'un produit des États-Unis, il y a du québécois aussi. Ben, en boycottant ça, vous le boycottez nous aussi. Merci beaucoup pour le suivi au Corio. Donc, c'est vraiment, c'est comme, il y en a qui en ce moment, ils veulent aussi boycotter au niveau du Super Bowl. Pour m'en dire, ben, boycotter le Super Bowl. Mais à part peut-être faire suer des restaurateurs qu'on a ici au Québec, ça va faire quoi? C'est pas le Super Bowl qui va vraiment... ils mangeront pas ses bas, là, le Super Bowl. Il va continuer, ils vont faire du fric comme ça se peut pas. C'est vous, au pire, là, qui allez vous sentir juste plate. Moi, c'est pas une question de boycottage. C'est une question que moi, je l'écouterai pas parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est une question peut-être de fifi, je sais pas. Moi, ça m'a jamais intéressé. Mais si ça m'avait intéressé, le Super Bowl, je l'écouterais. Je suis pas quelqu'un qui va boycotter les États-Unis parce que, imaginez aussi, pour se rendre aussi, tu sais, les États-Unis, le quand ça se rend ici au Canada, le stock, dites-vous, là, c'est des conducteurs qui vont faire ça dans les gros camions. C'est eux autres aussi que vous allez pénaliser. Votre voisin, là, que lui conduit peut-être les trucks, là, qui s'en va justement aux États-Unis pour ramener ça au Canada, ben, en boycottant les États-Unis, en faisant non, on prend plus rien, ben, eux autres, lui, sa run, elle se termine, là. Il y a une moins grosse horaire, il y a moins d'argent, il peut moins travailler parce que justement, on le boycotte. Ça fait du mal aux Québécois, là. Le 20% vient du fait que les médias ont tellement bâché Trump aux nouvelles. We want Kamala Harris. Ouais, non, je sais. Mais c'est important de le dire. Je le dis ce soir. Mais c'est important que les gens le répètent également. Que si vous boycottez les États-Unis, moindrement des produits des États-Unis, dites-vous que ça fait mal aussi au Canada, parce que dans chaque produit qui vient des États-Unis, qui sont faits aux États-Unis, il y a une partie qui est faite aussi au Québec. Par exemple, l'aluminium. Les États-Unis ont besoin de l'aluminium. C'est nous qui leur donnons, on leur vend, là, mais c'est notre aluminium. Donc, si moindrement vous dites non à quelque chose qui est fait en aluminium aux États-Unis, ben ça nous affecte directement. C'est pas mieux, ça non plus. C'est quelque chose qui est important de savoir. C'est vraiment... Et moi, je vous dis, si vous rencontrez des gens dans la rue, whatever, qui parlent de ça, dites-y exactement ça. Il va peut-être se réveiller. Personnellement, moi, je l'ai fait. Moi, je vous dis de le faire parce que je le fais moi-même. Puis, tous les gens qui ils ne le savaient pas. Et c'est moi qui leur ai appris ça. Puis, en fait, ok, ouais. Ben, je leur ai appris. Puis c'est drôle, ils sont moins boycottés envers les États-Unis. C'est important. Souvent, les gens vont le faire, c'est comme tu dis, parce que les médias le disent, de boycotter. Mais ils ne savent pas la réalité de qu'est-ce que ça a comme impact de boycotter les États-Unis. Et c'est en leur disant, en leur apprenant et en leur donnant des exemples de qu'est-ce que vraiment, comme l'aluminium, c'est là qu'après ça, ils vont faire « Oh, je le savais pas. OK, je comprends mieux. Peut-être que je ne boycotterai pas autant, finalement. » C'est important. Pire que ça, on est tranquillement en train d'essayer de faire la guerre. Ben, en réalité, on a une sorte de guerre qui est commencée. Ben, en fait, nous, les médias qui font en sorte qu'on ait une guerre, la guerre commerciale qui est complètement... tellement stupide, sincèrement. Si tu fais une guerre avec Trump par rapport... avec les États-Unis au niveau de... à cause de ce qu'il fait... C'est encore une fois, le Canada ne peut pas se permettre, on est trop faible comme pays pour se permettre de boycotter ou de faire une guerre aux États-Unis. On devrait être un des pays les plus puissants au niveau de la planète. Un des plus puissants. Mais parce qu'on s'arrête à tout et qu'on veut faire la guerre moindrement pour tout et n'importe quoi, réellement, ben on s'adonne que notre pays est très faible et très dépendant. Et c'est là qu'on le voit. On est ultra dépendant de tous les autres pays, notamment les États-Unis, parce qu'on ne veut pas développer par chez nous. GNL Québec, c'est un excellent exemple. On n'a pas voulu développer pour le pétrole au nom de l'environnement. J'ai pas de problème avec l'affaire de l'environnement. Or,
Techniquement, le gaz et tout, on parle d'environnement, c'est pour la planète, aider la planète. Or, ben c'est parce que GNL Québec, le but, c'est de le faire chez nous, justement, pour empêcher d'avoir à aller le chercher ailleurs. En allant le chercher dans les autres pays, eux autres, en font encore là, de la pollution. Puis ils font déjà de la pollution beaucoup. Ben, tu leur fais faire encore plus de pollution, mais en plus, tu n'en crées parce qu'il faut que tu ailles le chercher pour leur transporter. Ça fait énormément de pollution, ça. Tant qu'à ça, t'es bien mieux de le faire chez toi pour qu'au moins on l'aide. Ça diminue au niveau de la planète, ça en diminue là, de la pollution. Mais non, on ne veut pas pour sauver notre territoire. Une dernière nouvelle, je suis comme, au final, c'est pour sauver notre territoire ou c'est pour sauver la planète? Là, maintenant, il va falloir se brancher, les écolos, là. C'est comme, j'ai pas de problème, on veut sauver la planète. Mais si vous voulez sauver la planète, va falloir garder cet argument-là quand on parle de GNL Québec. Parce que si on parle de GNL Québec, votre affaire planétaire, ça marche plus, là. Parce que GNL, c'est clairement pour aider la planète. Très clair, là. Non, on sauvera pas la planète tout seul non plus. Or, si on prend le stock chez nous, ben à la place de faire des transports à l'étranger et tout, ben sans sauver la planète, on aide la planète quand même. Ça l'aide. C'est ça la différence. Plus polluer par chez nous pour justement faire moins de pollution ailleurs. C'est pas ça l'idée techniquement aussi. On veut pas faire ça, aider la planète. Si on va selon l'idée des écolos, c'est ça qu'ils veulent, aider la planète. Ben, avec GNL, c'est exactement ça qu'on ferait. Mais non, il faut pas faire de mal à la nappe phréatique. Ouais, ok, mais à la base, son problème, c'était planétaire. C'était pas pour notre environnement, nous autres, c'était pour la planète. Il va falloir amener, dites une affaire, mais rendu à l'autre sujet, continuez de le dire. Là, Mané, il change de raison tout bout de champ. Ah, c'est pour la planète pour ci, mais pour l'autre affaire, finalement, c'est pas pour la planète, c'est pour notre territoire. Mané, branche-toi. C'est pour la planète ou pour le territoire? Branche-toi. C'est ça. Puis de toute façon, à force de ne pas exploiter nos richesses, ça crée de la pollution beaucoup plus partout. Et en plus, on devient super fait parce qu'on est dépendant de partout. Fait qu'à la place d'être riche comme pays, d'être puissant, ben, on est des vrais mauviettes. On est dépendant de tout le monde, on fait aucune richesse. Puis la planète, au final, ben, on peut dire qu'elle en souffre encore plus, en réalité. Il n'y a rien qui est bon là-dedans. Il n'y a absolument rien qui est bon là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que ça, on va en reparler. C'est sûr qu'on va en reparler. Si c'est pas ce soir, ça sera mardi soir. On va commencer. Il y a beaucoup. Écoute, je sais que vous voulez boycotter peut-être les États-Unis, mais il reste quand même que. Moi, je suis pas une boycotteuse dans la vie, pas pour les États-Unis. Et il reste quand même que c'est important les d'autres affaires de savoir ces choses-là. Donc, on a Trump qui met fin, comme j'ai dit, aux pailles en carton. Et selon une étude qui avait été menée en août 2023 par le Journal de Montréal, ben que c'est via eux autres, mais l'étude ne vient pas d'eux autres en soi, là, ces pailles ne seraient pas si écologiques qu'on le croit, mais en plus, elles seraient toxiques pour la santé. Et ça, c'est très important à savoir. Hein? De toute façon, à la base, qui trouve ça fun de boire avec une petite paille en carton? Moi, les pailles en carton, je suis pas capable. Je préfère attendre d'être revenu chez nous pour prendre une paille plus normale, là, ben, les pâtes que j'ai chez nous, là, qui sont pas en plastique, mais qui sont en d'autres matériaux, parce que c'est dégueulasse, mais c'est pas pour rien que c'est dégueu non plus. Donc, gros move, et ça me surprend pas, les pailles en carton, ça goûte différent. Mais non, tu vas comprendre. Les pailles en papier et en carton sont souvent présentées comme étant plus écologiques que leurs homologues en plastique. Cependant, une nouvelle étude a révélé que ces ustensiles prétendument durables contiennent des produits chimiques potentiellement toxiques, les polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles, en tout cas PFAS, parfois également désignés polluants éternels. Les PFAS forment un vaste groupe de plus de 4000 substances chimiques synthétiques en raison de leurs propriétés hydro- et oléophobes. Ah bon, mais il y a du phobe, les LGBT, ils aimeront peut-être pas ça. Aucun rapport.
Il y a du fort, puis j'ai pensé à ça. Ces composés sont utilisés dans une grande variété d'articles du quotidien, depuis les poêles anti-adhésifs jusqu'aux emballages de restauration rapide. Le problème est que les phases peuvent persister dans l'environnement pendant des milliers d'années et que l'exposition à ces produits est associée à divers problèmes de santé, tant chez les humains que chez les animaux. Les travaux qui ont révélé la présence de PFAS dans des pailles durables ont été menés par une équipe de chercheurs belges. Ces derniers ont analysé diverses sortes de pailles vendues dans le commerce sous 39 marques différentes afin de déterminer si elles contenaient des PFAS. Ces substances se sont avérées être présentes dans quasiment toutes les paillettes en papier et en bambou testées. Ok, il manque un L, c'est pour ça que ça me fourre un peu à cause de ça. Elles ont également été détectées dans des pailles en plastique et en verre, mais moins fréquemment. Le phase le plus souvent détecté était l'acide perfluorooctanoïque. Excusez, c'est quand même des gros mots, là, sincèrement, là, dont la fabrication a pourtant été interdite dans l'Union européenne depuis 2020 pour des raisons de sécurité. On sait cependant que ce produit se retrouve dans d'anciens produits de consommation recyclés et qu'il persiste dans l'environnement. Cela pourrait expliquer au moins en partie pourquoi les phases ont été retrouvées dans des pailles testées. Cette contamination pourrait être le résultat de l'utilisation pour produire les pailles de plantes cultivées sur des vols pollués par des phases. Elle pourrait également être due à l'utilisation de papier recyclé dans lequel ces substances étaient présentes. Comment ont été détectés ces polluants éternels? Les chercheurs ont eu recours à 2 méthodes pour détecter les phases dans les pailles. Tout d'abord, ils ont recherché grâce à une méthode très sensible appelée chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, la présence de 29 des phases les plus courants et, le cas échéant, les ont quantifiés. Résultat, sur les 29 molécules recherchées, 16 étaient présentes à des concentrations détectables. Pour détecter d'autres phases, les auteurs ont mis en œuvre un protocole de C'est rough quand même lire ça. Un protocole de criblage qui leur a permis de détecter 2 membres supplémentaires de cette famille. Donc bref, vous avez compris, c'est quand même quelque chose. On va passer un peu parce que c'est rough là quand même à lire, là, mais on comprend à patente que c'est quand même pas super. Faut-il s'inquiéter? Les consommateurs pourraient être directement exposés aux phases présentes dans les pailles qu'ils utilisent. Ça, c'est assez intéressant, là. Car ces composés sont libérés dans les boissons où elles trempent. Donc, quand on parle de paille en carton, là, ça trempe tout le temps dans une boisson quelconque que vous êtes en train de boire, ben, c'est dégueulasse un petit peu. Les pailles jetées ou recyclées pourraient également entraîner une exposition indirecte en contaminant les sols, l'eau, les plantes ou les matériaux recyclés qui en proviendront. Cette situation est préoccupante car on sait aujourd'hui que l'exposition aux phases présente des risques considérables pour la santé des personnes, de la faune et de l'environnement. Des travaux de recherche ont révélé qu'une exposition des femmes aux phases était associée à un risque d'augmentation ben ça je savais pas, hein, ok, de réduction de leur fertilité, risque d'autant plus élevé que le niveau de ladite exposition était élevé. Qu'est-ce que tu montres que c'était risque d'autant plus élevé que le niveau de ladite exposition était élevé. Ok, d'accord. Par ailleurs, l'exposition des femmes enceintes aux phases a été associée à une augmentation de leur tension artérielle. En outre, leurs enfants seraient plus à risque de présenter des problèmes de développement tels que poids de naissance plus faible, puberté précoce. Ah, c'est bizarre. En plus, on sait que maintenant, les enfants, ils ont justement ils commencent leurs règles, tu sais, les jeunes filles commencent leurs règles plus tôt, ça a peut-être un certain lien aussi, vu qu'on parle de quand même puberté, voire à un risque d'apparition de certains cancers. Il a également été démontré que l'exposition aux phases compromet la capacité du système immunitaire à lutter contre les infections. En 2020, une étude danoise a établi que la gravité des infections à la COVID semblait être aggravée par l'exposition à certaines phases. C'est quand même
pas pire à savoir, ça. Je l'avais pas tout lu, j'avais lu en petite partie au début, genre, lui, il est pas pire. Je l'aime bien, l'article. L'exposition aux phases a également été associée à une diminution de la capacité de reproduction chez les oiseaux, ainsi qu'au développement de tumeurs et à des perturbations des fonctions immunitaires et rénales chez d'autres animaux. Tu sais, après ça, on dit que Donald Trump, c'est un fou. Ben là, il va signer un décret pour que ça s'arrête. C'est quand même pas pire. Plus de 85 000 lecteurs font confiance au... Ah ben là, on s'en fout. On s'en fout qu'on fait confiance à ça. En 2022, une étude a mené sur 75 alligators d'Amérique de la rivière Cap Fear, ce sont pas longs, Tom, je vais te lire. En Caroline du Nord, aux États-Unis, par exemple, révélé que l'ensemble des animaux testés avaient des phases dans le sang. Ces niveaux de phases se sont avérés associés à des perturbations des fonctions immunitaires et des maladies auto-immunes. Rappelons que ces animaux sont une espèce protégée. Là, tu m'as... ça goûte ça goûte la petite merde, oui. Il y a un lien entre l'apparition des paix et le COVID. Ça me surprend tellement pas leur crise de... Ben, tu vas voir, c'est lui, mais je vais aller voir parce que tantôt j'ai parlé de Radio-Canada, j'avais juste oublié parce qu'en réalité, celui-là, je vais le mettre de toute façon dans mes affaires, anyway, en bio sur YouTube et tout. Mais ça, c'est theconversation.com, le site. Mais je vais aller sur Radio-Canada tantôt pour vous montrer l'autre aussi qui parle un peu aussi de cette affaire-là. Mais lui, c'est plus en profondeur. C'est pour ça que je le trouvais encore important à dire, en réalité, à lire. Ça me surprend tellement pas, leur crise de paille en carton. C'est drôle que les pailles de carton ont été mis obligatoires juste avant. Et la chose qui est très très drôle en plus, c'est à ce soir, j'étais supposée, je m'étais dit dans ma tête que j'allais parler de Transmania parce que j'ai finalement terminé de lire ce livre-là. Et bizarrement, ça parle également de trucs endocriniens, tu sais, le système endocrinien et qui pourrait peut-être avoir un lien avec les affaires de trans. Que finalement, ben, ça perturbe, les produits chimiques perturberaient le système endocrinien des animaux et peut-être aussi des humains, ce qui fait qu'il y a beaucoup maintenant d'animaux qui sont soit intersexes, soit qui sont rendus trans et tout, alors qu'on voyait pas ça avant. Mais ça, c'est depuis justement qu'il y a des déchets qui sont justement des produits chimiques qui sont laissés dans la nature, dans l'eau, etc. Et là, on parle de phases, produits chimiques et de cancer et de plein de choses. C'est quand même spécial, en effet. Donc là, ça me parle en plus d'un lien qui est étrange. Tout est très étrange ce soir, sincèrement. Je m'attendais même pas à ça. Ces produits chimiques sont maintenant si répandus dans l'environnement, ce que je viens en plus de dire, qu'il est presque impossible que les humains et la faune de ne pas y être exposés. Cela peut se produire de diverses manières, non seulement via la consommation d'eau, évidemment, ou d'aliments contaminés, mais aussi via l'air, voire par contact cutané, via de la poussière ou des particules souillées par les phases. L'utilisation de paille en acier inoxydable pourrait permettre de se protéger de la source d'exposition supplémentaire aux phases que constituent les pailles de papier ou de bambou. En effet, les auteurs de l'étude belge n'ont enregistré aucune quantité détectable de phases dans ce type d'ustensiles métalliques. Donc on parle, quand c'est le métal, il n'y en a pas, mais les autres affaires de marde, ben ça, il y en a. Il est toutefois important de noter que bien que les pailles en acier inoxydable puissent réduire l'exposition aux phases, elles pourraient néanmoins exposer leurs utilisateurs à d'autres substances nocives telles que les métaux lourds. Or, certains de ces métaux, notamment le chrome et le nickel, ça doit être le même qu'on dit, le nickel, ont été associés à des problèmes de santé graves touchant le cœur, les poumons, le système digestif, les reins et le foie. Par contre, j'ai pas vu depuis qu'on avait des affaires métalliques, j'ai pas vu de problème d'augmentation des affaires au niveau des trans ou de ben des affaires qu'aujourd'hui on voit maintenant. Donc, il y a quand même ça. En conséquence, la meilleure décision à prendre dans l'état actuel de la situation est probablement d'éviter autant que possible d'utiliser des pailles pour consommer ces boissons. Ça serait bien, quand même. Ça serait quand même pas pire.
effectivement. Maintenant, on va aller avec ce que je voulais aussi dire, les pailles. C'était ça que j'avais mis tantôt, les pailles. Je pourrais aller dans mon historique aussi, par exemple. Ça serait peut-être simple d'aller dans mon historique. History, de toute façon, j'ai rien de très... j'ai rien de bizarre, de toute façon. Je l'avais... Les pailles sont toxiques. Ok, c'était là. C'était le Journal de Montréal et non de Radio-Canada. Je sais pas pourquoi je suis souvent sur Radio-Canada. Je pense que c'est pour ça, là. Donc, substance chimique. Votant de là. Tu m'énerves. Mais votant. Ok. Comme ça. Et voilà. Substances chimiques toxiques, les pailles en papier ne seraient pas plus écologiques que si on vient de savoir quand même, si les pailles en plastique ont été presque toutes bannies de la restauration rapide, il semblerait que leur remplaçant en papier ne soit pas plus écologique. Pis ça, c'est quand même, on parle quand même du 25 août 2023. Je pensais que ça allait changer bien des affaires, cette étude-là et tout. Ça a l'air que non. On est rentré en 2025, puis c'est rien que ça qu'on a encore, hein? Ça n'a pas changé grand-chose. Ils s'en contrefoutent un peu, hein, de la santé des humains, là. Si les pailles en plastique ont été presque toutes bannies, ok, bon, j'ai pas besoin. Là, ok, ils parlent de la nouvelle étude belge. Est-ce que là, ils vont parler de la colle en soi? Parce qu'il y avait la colle en soi. Les pailles en papier contiendraient des substances chimiques qui sont durables et potentiellement toxiques, d'après un rapport publié dans la revue Food Additive and Contaminants. Les pailles fabriquées à partir de matériaux d'origine végétale tels que le papier, le bambou, sont souvent présentées comme étant plus durables et écologiques, a expliqué un docteur, c'est bon. Il parle encore de ça, ok, c'est vraiment les phases, ils vont pas plus loin que ça, eux autres, ok, c'est beau. Je pensais qu'il parlait aussi en tant que tel, la colle, parce que la colle, elle est chimique. On s'entend de base, la colle, c'est pas... Est-ce que vous mangeriez ou buveriez de la colle comme ça? Non. Je pense qu'on sait tous la raison, hein. C'est pas juste parce que c'est dégueulasse. C'est parce que c'est dégueulasse pour la santé aussi. On va se le dire. Ils ont alors constaté que 27 pailles contenaient des phases. Ok, on dirait quasiment que j'ai lu directement le chose, finalement. J'ai pas grand-chose de plus à apporter avec celui-là. Selon lui, la présence des phases dans les pailles en papier et en bambou démontre également que ces objets ne sont pas nécessairement biodégradables. Ça, on ne l'avait pas tantôt. Nous n'avons pas détecté de phases dans les pailles en acier inoxydable et je conseillerais donc aux consommateurs d'utiliser ce type de paille ou tout simplement de ne pas utiliser de paille du tout. Fait valoir l'expert. Ok, bon, c'est bon. Fait que ça, c'est correct. De toute façon, c'était juste pour voir au niveau de la colle, mais en fait, on a vraiment eu le gros juste avec les phages. Je pense que c'était pas mal la grosse affaire. Ils avaient des tsunamis avec des intérêts dans ces compagnies-là, donc ils nous ont poussés vers ça. Ok, des tsunamis. Ok, c'est bon. J'étais là, puis il parle de... Parles-tu de matériel? Je sais pas, tsunami, je sais pas. C'est comme un tsunami, je sais pas, mais tu sais, tsunami, on se comprend, c'est pas matériel. En tout cas, Ok, c'est bon, j'ai compris ton commentaire, ça va. C'est très possible. Si tu n'en sais davantage, dis-le moi, on va pousser plus loin aussi, nous. Écoute, on est là pour ça, faire des recherches. Donc, ça, c'est fait. C'est quand même quelque chose que je trouvais vraiment bien... de mettre. Donc, là-dessus, on sait que Trump met fin aux pailles en carton aux États-Unis. Ça serait fun qu'au Canada, on emboîte le pain également. Ça serait vraiment plaisant. Et comme je disais tantôt, on dit toujours que Trump, c'est un vrai fou. Moi, je trouve que c'est ceux-là qui ont décidé de mettre des pailles en carton partout, qu'eux autres, c'est vraiment des fous. Parce que la meilleure idée possible que tu pouvais avoir, c'était littéralement de faire revenir les pailles en plastique. Ça, c'était les best. Vraiment, en tant que femme, j'aimerais vraiment quasiment habiter aux États-Unis. Quasiment. Maintenant, on est rendu au Parti libéral du Canada qui admet que la production de fentanyl au Canada dépasse la demande locale. Rendu là.
Le Canada est devenu un exportateur net d'opioïdes et de synthèse comme le fentanyl, peut-on lire dans un document inédit qui révèle l'ampleur du commerce illégal de cette drogue au pays. Cette note confidentielle obtenue par la loi sur l'accès à l'information après des mois d'attente a été rédigée au printemps 2024 pour le ministre de la Sécurité publique en vue d'une rencontre avec l'ambassadeur américain au Canada. À cette époque, bien avant la réélection de Donald Trump et ses menaces à l'endroit du Canada, les autorités américaines, à l'instar de leurs homologues canadiens, indiquaient être inquiets par la production domestique de fentanyl au pays. La production canadienne de fentanyl semble dépasser la demande intérieure, précise ce document. Cette information tranche avec différents discours récents minimisant la production canadienne de fentanyl, s'appuyant sur les seules saisies à la frontière canado-américaine, nettement moindre effectivement que celle... je suis comme tout perdu dans ce que je suis en train de lire là. Cette information tranche... Excusez-moi, là, ça arrive là. Cette information tranche avec différents discours récents minimisant la production canadienne de fentanyl. Ok, c'est beau. S'appuyant sur les seules saisies à la frontière canado-américaine, nettement moindre effectivement que celles effectuées entre les États-Unis et le Mexique. Je pense que c'est juste le Canada américain qui me fourrait là. Car les interceptions à la frontière ne disent pas tout. De nombreux documents, notes privées et rapports de renseignements consultés par Radio-Canada confirment que le Canada est bel et bien devenu un acteur majeur dans la fabrication de fentanyl, une drogue qui attise la convoitise de nombreux réseaux criminels basés au pays. Un marché et une fabrication en évolution. Juste une affaire. On dit toujours que Trump a la face jaune. Et c'est vrai. Mais Christy, j'aime bien quand même Trump. Je l'aime bien. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pourrait juste lui dire de mettre un autre genre de fond de teint. Je sais que ça s'est déjà dit, là. Je sais que c'est réellement... C'est pas... Je comprends, là. Mais... Pourrait vraiment... Quelqu'un peut pas lui dire que ça marche pas, maintenant. Il est tout jaune, là. Excusez, là. Salut, Eric. J'espère que tu vas bien. Ok, excusez-moi. On continue. Un marché et une fabrication en évolution. La production de fentanyl au Canada a commencé à s'accélérer à partir de la pandémie, avant d'évoluer grandement. Avant 2020, souligne une alerte opérationnelle dévoilée fin janvier par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, CANAF. L'Amérique du Nord importait essentiellement du fentanyl depuis la Chine. Désormais, le Canada est devenu un producteur de comprimés de fentanyl à l'aide de précurseurs chimiques provenant, là encore, majoritairement de la Chine. Ce sont ces produits qui veulent être importés légalement qui permettent de fabriquer ces fameuses pilules. Dans les dernières années, les réseaux de trafiquants ont augmenté la production de fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques ainsi que leur distribution, autant à l'échelle mondiale qu'internationale à partir de l'Amérique du Nord, y compris le Canada, les États-Unis et le Mexique. De là, le pourquoi est-ce que Trump veut faire ce ménage-là, hein? L'augmentation de l'offre et de la demande pour le fentanyl a été favorisée par une hausse de la participation de groupes du crime organisé, souligne le CANAF. Comme l'a déjà révélé Radio-Canada dans différentes enquêtes, le nombre de réseaux criminels impliqués dans le trafic et la production de fentanyl au pays a considérablement été revu à la hausse ces dernières années. L'implication des groupes criminels organisés dans le fentanyl a augmenté de 42% depuis 2019, précise le plus récent rapport du Service canadien de renseignement criminel. Désormais, 235 groupes criminels organisés sont impliqués activement dans le fentanyl au Canada selon le SCRC, le Service canadien des renseignements criminels, qui prédit une participation continue de ces réseaux sur le marché du fentanyl rentable. La fabrication de ces pilules se déroule principalement en Ontario et en Colombie-Britannique. Les groupes criminels canadiens agissent en tant que courtiers et importent de grandes quantités de précurseurs malgré de nouvelles réglementations et sanctions internationales.
D'après d'autres documents, le crime organisé mexicain est directement impliqué dans la fabrication de fentanyl au Canada, mais aussi dans l'importation de ce produit. Le fentanyl est parfois introduit clandestinement au Canada. Exactement pour ça que Trump, on sait. J'ai-tu besoin de finir ma phrase? En même temps que la cocaïne et les méthamphétamines dans des véhicules de transport commercial provenant du Mexique, mentionne le CANAF, tout en précisant que l'ampleur et la nature de cette incursion criminelle au Canada restent méconnues. La distribution dans les rues canadiennes s'effectue ensuite par des gangs de rue. Excusez-moi, je m'attendais pas à ça. Des moteurs hors la loi détaille le SCRC. Excusez. 500 000 morts potentiels pour 1 kilo de fentanyl. L'an passé, les autorités américaines ont intercepté 43 livres de fentanyl, 19,5 kilos à leur frontière nord. Si ce chiffre est en forte hausse par rapport aux années précédentes, il reste infiniment minime par rapport aux 21 100 livres, donc 9 500 kilos, saisis à la frontière américano-mexicaine en 2024. Où les cartels produisent et transportent massivement cette drogue de synthèse. Seulement si 2 mg de cette drogue peuvent être mortels, un seul kilo permet de tuer 500 000 personnes selon des données de la DEA, l'Agence américaine de lutte antidrogue. Au Canada, plus de 49 000 décès sont liés à une intoxication aux opioïdes entre janvier 2016 et juin 2024. D'après l'Agence de la santé publique du Canada. Ouais, c'est assez énorme. Une exportation vers l'Australie et l'Europe. Puisque la production canadienne est supérieure à la demande locale, une partie du fentanyl produit au Canada est exportée dans différents pays par le biais d'alliances entre réseaux criminels. L'implication d'organisations internationales pour transporter cette drogue fabriquée au Canada continue d'augmenter, est-il mentionné dans un autre document préparé par le ministre de la Sécurité publique en novembre 2023, avant une rencontre avec le ministre italien de la Justice. Outre l'exportation, plutôt faible, vers les États-Unis, les réseaux criminels semblent privilégier l'envoi de fentanyl sur le continent océanique. Des pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont déjà rapporté avoir intercepté ces comprimés provenant du Canada. Ben c'est sûr, on en fait tellement. Logique. Durant l'été 2022, on est des bons dîneurs quand même. Hein? On est très mauvais pour créer faire de la bonne investissement pour nos ressources naturelles, tout pour nous enrichir réellement et correctement pour être un puissant pays. Mais pour dealer, par exemple, on est bon en esti. Durant l'été 2022, la police australienne a notamment découvert à Melbourne une cargaison comptant plus de 11 kilos de fentanyl en provenance du Canada. L'Europe serait également une destination de plus en plus prisée pour l'exploitation de fentanyl par des groupes criminels nord-américains. L'an passé, l'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté 4,1 kilos de fentanyl qui s'apprêtait à être acheminé clandestinement aux Pays-Bas, un chiffre record. Hein, c'est un beau laboratoire, ça. À l'intérieur du laboratoire clandestin découvert et démantelé à Drummondville par la GRC et la Sûreté du Québec en août 2024. C'est vraiment dégueulasse. Genre... C'est... Je suis pas sûre que ça... C'est très clandestin, hein. Je suis pas sûre que si on avait des... les experts, les experts des normes du travail, là, de propreté, d'hygiène, de salubrité, je suis pas sûre que ça passe le test à cette affaire-là. OK. Alors que Justin Trudeau vient d'annoncer la nomination d'un tsar responsable de ce dossier, les autorités canadiennes assurent avoir démantelé 44 laboratoires liés à la production de fentanyl illicite depuis 2018. Ces derniers peuvent être installés dans des entrepôts, des appartements ou des hangars. Au cours des derniers mois, de telles opérations se sont multipliées dans tout le pays.
Fin octobre, les autorités canadiennes ont découvert le laboratoire le plus important et le plus sophistiqué au pays, à Falkland, dans l'ouest canadien. Ah ouais? Ah ouais? Excusez, je sais que des fois, je suis peut-être tannante avec ça, mais j'aime vraiment ça m'informer. C'est où ça, Falkland? Ah, c'est... OK. C'est un archipel éloigné de l'Atlantique Sud. OK. Excusez, là. Excusez. OK, je continue. La quantité trouvée aurait permis de fabriquer plus de 95 millions de doses permettant de tuer toute la population canadienne à 2 reprises. What? La quantité trouvée aurait permis, ça pas, j'étais là, ben là, on n'est pas tout mort, fait que ça se peut pas, là. La quantité trouvée aurait permis de fabriquer plus de 95 millions de doses, permettant de tuer toute la population canadienne à 2 reprises. C'est intense! Ouf! Hey, merci pour les partages offerts en gang. À la fin du mois de janvier, en Saskatchewan, les policiers ont intercepté 8 kilos de fentanyl cachés dans une roue de secours. Une technique fréquemment utilisée par les cartels mexicains pour ramener cette drogue aux États-Unis. Le Québec n'est d'ailleurs pas épargné par cette crise. Ah ben gadon. L'été passé, la GRC et la SQ ont démantelé 2 laboratoires clandestins à Drummondville et à Dixville, dans lesquels les autorités ont comptabilisé plus d'1 million de comprimés de protonitazepine, un opioïde 25 fois plus puissant que le fentanyl. Merci pour les partages, gang! Avant de suspendre son idée d'imposer les tarifs douaniers, le président américain avait vivement décrié le trafic de fentanyl et le nombre record de passages clandestins venant du Canada. Écoute, avec tout ça, on comprend pourquoi ce que Trump, Moi, je savais pas que c'était écrit ça. Quelqu'un qui a écrit dans les commentaires là-dedans. Trump avait raison, pourtant. C'est ça. Écoute, Trump, c'est un fou. Mais, demandez ça à quelqu'un qui est vraiment anti-Trump à fond, là, puis qui dit Trump, c'est un fou. OK, pourquoi? Il sera pas capable de répondre. Là, sortez ça. Moi, je serais du genre à faire ça, moi. Faire une liste, là, de toutes les bonnes choses qu'il fait, Trump. Toutes les bonnes choses. Même les choses sont moins bonnes, au pire, c'est pas grave. Toutes les bonnes choses. Puis après ça, vous dites, il est fou? C'est sûr? C'est fou, ces idées-là, là? Eh ben, moi, je serais du genre à faire ça. On devrait être plusieurs à faire ça. Si moindrement, on était plusieurs à faire ça. Faire une petite liste de toutes les bonnes choses qu'il fait, là. Tous les bons décrets, peut-être que finalement, les gens, ils allumeraient peut-être plus. Ce serait peut-être moins médias de masse. Parce qu'actuellement, ils le sont, médias de masse, puis ils sont tous en train de dire exactement ce que les médias disent. Parce qu'ils font pas ces recherches-là. Ils vont pas sur X pour connaître les vraies choses. Tu sais? C'est pas... c'est pas les médias qui vont parler de tout le problème de fentanyl. C'est pas les médias qui vont parler de tous les problèmes causés avec les affaires LGBT. C'est pas eux autres. C'est exactement Luc. Exactement. Il est pour son peuple. Mais c'est important que les gens comprennent ça. Puis la meilleure façon ever de le faire, je pense, c'est de noter toutes les bonnes actions qu'il fait puis de les dire. Le monde prend ça, ils vont faire « Ah, c'est rare que je suis d'accord avec. » Ils vont venir à le dire à manière « Ben, ça c'est pas pire. Finalement, il en a fait quelques-unes des bonnes. » Tu sais? Moi, j'étais vraiment pas Trump avant. J'étais pas Trump. Faut arrêter d'être avec les médias, de les écouter. Puis, faut aller vers X pour comprendre la réalité sur Trump. Il est pas parfait, Trump. Il est pas parfait. Mais il prend des bonnes décisions. Des fois, il en prend pas toujours des bonnes. Là, vous allez pouvoir me dire peut-être « Ah, mais le 25%, c'est pas bon et tout. » Arrêtez de jouer là-dedans. Arrêtez. Trump, c'est un négociateur. C'est tout. Il est juste là pour négocier. Il sait très bien qu'en faisant la menace du 25%, les autres pays
qui sont touchés par ça, ils n'auront pas le choix d'emboîter le pas. Ils n'auront pas le choix parce que ça va leur faire mal. Puis Trump, il est pas cave. Son but, c'est pas de faire suer les États-Unis. Parce que le 25%, si moindrement il viendrait réellement, ça va faire souffrir les États-Unis. Son but, c'est pas ça. C'est parce qu'il veut négocier avec les autres pays pour cleaner les affaires. C'est ça son but. On pourra pas dire que ça, c'est un problème. Quand les gens, ils parlent, ça 25%, ça va nous faire mal et tout. Mais ils savent pas la raison du pourquoi le 25%. Moi, j'ai des gens qui m'en ont parlé, le 25%, mais moi, j'ai répondu. Ouais, mais vous savez que Justin Trudeau, là, ça fait au moins 8 ans qu'on lui dit qu'il faut qu'il fasse ça. En fait, la réalité, c'est que ça n'a pas de bon sens qu'on est obligé d'avoir une affaire de 25% pour faire réveiller nos gérants de faire quelque chose contre ça. C'est un pays. On a des gérants pour justement gérer notre pays, prendre des décisions, pour cleaner des choses, le gérer, bref. Comment ça se fait que ça prend des menaces de 25% pour que finalement ils fassent leur job? C'est ça qui est pas normal. C'est juste ça qui est pas normal. Genre, que si vous crissez en haut, vous foutez quoi? Moi, là, en tant que Canadienne et en tant que Québécoise, j'ai honte de mon pays qui a besoin de se faire menacer d'une affaire de 25% pour finalement agir. Ça devrait être fait depuis longtemps. À la radio, j'entendais dire Trump, il fait ça et tout, mais il comprend pas qu'au Canada, ça prend des années avant de faire ça. Moi, je m'étais dit, pourquoi d'abord? Nous, ça prendrait nécessairement des années avant que ça se fasse, alors que Trump est capable de le faire en dedans d'une semaine après être élu? C'est quoi la joke? C'est drôle, hein? Ça a pris une affaire de 25%, une menace, pour que Justin Trudeau le fasse. Ça n'a pas pris des années, là. C'est déjà commencé. C'est fou, les menaces. Comment est-ce que ça peut tout faire? Mais comment ça se fait qu'on a besoin de menaces pour le faire? C'est pas logique. On est supposé avoir assez de culottes. On est un pays qui est supposé être assez fort. On est supposé le faire par nous-mêmes sans qu'un autre nous l'oblige. Je la comprends pas. À se demander, Justin, y es-tu juste là pour avoir du cash en arrière? À quel point il s'en calisse? Je la comprends pas. Je la comprends juste pas. Genre, il aime ou il aime pas son pays? C'est à se le demander. Parce que si moindrement il aimait son pays, ça ferait longtemps qu'il aurait fait le ménage là-dessus. Parce que ça nous fait mal, nous. Je la comprends pas. Moi, je ne comprends pas cet homme-là d'être au pouvoir. Je comprends que les gens ont voté pour lui parce que les gens, ils sont pas politiques. Ça, je la comprends. Mais je comprends pas comment ça se fait que Justin Trudeau est là. Il aime pas les tortues. Ben, ils aiment les tortues au contraire, parce que tout le monde est tortue en politique. Fait qu'ils aiment, si bas, grâce aux tortues, ils sont encore là. Yeah, on a encore le go. Ça le démontre, on est tortues en esti, puis ils sont contents en esti. Donc, bref, ça, c'était pour les affaires de... Là, je vais retourner là. De fentanyl. Maintenant... Ça, c'est une maudite grosse affaire. Trump qui met fin à l'USID. Toujours de la misère à dire ça. J'ai comme vraiment plein d'onglets. Je sais pas, c'est libre média. On va commencer par le commencement. On va aller avec lui. Je sais même pas. Ok, là, c'était le Parish. Le Parish, je sais pas si je l'ai. Non, je pense que je l'ai pas encore. Ok. On va commencer par c'est quoi le USID? Que Musk et Trump veulent fermer. Parce que là, en tant que tel, là, je viens de le dire, là, ils veulent fermer ça en tant que tel, puis c'est vraiment une grosse affaire. Les États... Puis ça, il n'y a pas personne au niveau des médias de masse qui en parle. Aujourd'hui, là, ça a tombé. C'est vraiment une grosse bombe. On entendait les mouches voler à ce niveau-là. Ils ont parlé de GNL Québec, ok, oui. Mais ça, c'est méga important, là.
En tout cas, au moins sur True Facts, vous avez l'information. Les États-Unis ont décidé lundi de fermer l'Agence américaine pour le développement, premier pourvoyeur mondial d'aide humanitaire. Sa fortune a passé de 8 à 200 millions. La fortune Justin Trudeau, ça doit être, j'imagine, je sais pas trop. Ça doit être ça, vu que ça doit être le dernier sujet, ça doit être ça. Lui, Justin Trudeau, il est là pour le cash. Je sais pas. Je le comprends pas. OK. Donc, comme je disais, les États-Unis, avec l'Agence américaine pour le développement, le premier pourvoyeur d'aide humanitaire mondiale va fermer. Dès sa prise de fonction le 20 janvier dernier, Donald Trump avait gelé par décret les financements de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le US. Ah, tu le sais. Le USAID. Cette semaine, le président a définitivement scellé l'avenir de l'agence en annonçant une réduction drastique de son budget ainsi que ses effectifs. Selon Marco Rubio, secrétaire d'État et désormais administrateur par intérim de l'agence, l'USAID souffrirait d'une bureaucratie excessive et d'un manque d'efficacité. Dans une interview sur Fox News, il a dénoncé une insubordination généralisée au sein de l'agence, justifiant ainsi les coupes drastiques. Pour justifier sa décision, le président américain Donald Trump a estimé que l'USAID était dirigé par une bande de fous extrémistes. Ben, je vais vous dire que quand j'ai été voir, de toute façon, on peut aller aussi voir c'est quoi un peu, là, rapidement, c'est quoi, je l'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi l'USAID? L'USAID, United States Agency for International Development est l'agence des États-Unis pour le développement international. C'est une organisation gouvernementale qui fournit de l'aide économique, qui est supposée du moins, humanitaire et de développement à l'étranger. Son objectif principal est de promouvoir la croissance économique, la stabilité et le progrès social dans les pays en développement, souvent en soutenant des initiatives liées à la démocratie, la santé, l'éducation, l'agriculture et les secours d'urgence. Elle fonctionne sous l'autorité du gouvernement américain et collabore avec diverses organisations internationales, ONG et gouvernements étrangers pour mettre en œuvre ces programmes. Et tantôt, je vais fermer ça, tantôt on va aller voir, j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia. Vous allez voir que sont assez... Autant sont très corrompus, autant sont vraiment dégueulasses, pour de vrai. On dit aide humanitaire, là, mais écoute, c'est pas la joie pour vrai. Qu'est-ce que c'est bon? Fondé en 1961 sous la présidence de John F. Kennedy, l'USAID gère et finance des projets humanitaires dans près de 120 pays en développement, notamment dans la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et en cas de catastrophe naturelle. Composé de plus de 10 000 employés à travers le monde et gérant un portefeuille de 44 milliards de dollars, la fermeture presque totale de l'entité a suscité une vague d'émotions dans le secteur humanitaire alors que l'USAID est de très loin le premier pourvoyeur mondial d'aide. Le New York Times a ainsi révélé ce jeudi que l'administration Trump prévoyait de licencier la quasi-totalité des employés de l'agence, ne conservant que 290 d'entre eux. Les dirigeants de l'USAID ont également été informés qu'environ 800 subventions et contrats administrés par l'agence étaient annulés. Toutefois, la riposte s'organise. Des syndicats représentant les employés de l'USAID ont déposé une plainte contre l'administration Trump, dénonçant une violation de la Constitution et de la séparation des pouvoirs, selon Robin Thurston, directrice juridique de Democracy Forward. J'espère que c'est pas trop pire mon anglicisme. Cette décision génère une crise humanitaire mondiale et constitue une prise de pouvoir illégale de l'agence. Les démocrates au Congrès ont également exprimé leur opposition, affirmant que l'USAID ne peut être démantelé sans l'accord du législateur. En réel, donc la famille Trump et l'USAID. En réaction aux annonces de l'administration Trump, plusieurs médias américains ont pointé du doigt les liens entre la famille du président, l'USAID
et entre la famille du président et l'USAID. En 2018, lors du premier mandat Trump, Melania et Ivanka, respectivement épouse et fille du milliardaire, avaient fait la promotion de l'agence lors d'un voyage en Afrique. Nous voulons montrer au monde que nous nous soucions et j'ai donc établi un partenariat avec l'USAID, déclarait Melania Trump, faisant l'éloge de ce qu'elle décrivait comme des programmes réussis. Ok, maintenant on va aller avec... Ben, ça pourrait être intéressant de savoir quand même exactement les choses parce que, bon, ça là je le ferme, là, je suis tannée de le voir. Là. Celui-là, ça c'était correct. C'était surtout dans mes messages, si je ne me trompe point. Bye bye. Ça fait du bien un peu d'en enlever, là, sincèrement. Il y avait quand même plusieurs choses qui étaient sorties. Celui-là, c'est beau. Il y avait celui-là. Celui-là, un peu là. Ça sorti là. Ok, c'est bon. C'est ça que je voulais. Bon, ça c'est Rep Marjorie Taylor Greene qui écrit « Je ne voterai pas pour financer l'USAID, la guerre en Ukraine, les guerres étrangères, la construction de nations étrangères, la fabrication de virus, armes biologiques pour créer des vaccins, tout ce qui est transgenre, l'avortement, la DEI, donc la diversité, équité et inclusion, et les dépenses excessives de l'argent durement gagné des impôts du peuple américain. Notre budget doit être axé sur l'Amérique en premier. » Effectivement, ça c'est logique. C'est quelque chose que par chez nous, c'est pas trop ancré. Hein? Si on va maintenant ici. Wikileaks. L'USAID a financé plus de 6000 journalistes dans le monde entier sur près de 1000 plateformes, dont 9 médias sur 10 en Ukraine. C'est pas rien. On a ça. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti là-dessus. Urgent. Le secrétaire d'État Marco Rubio vient d'estimer que seulement 294 employés de l'USAID sont nécessaires sur 14 000. C'est fou. C'est comme si la des milliers et des milliers de personnes sont là pour rien, alors que finalement, tu as juste besoin de genre 300 employés. Ça sert à quoi d'en avoir autant? T'en as besoin de 294, mais t'en as genre 14 000, c'est comme... Pourquoi? L'ensemble de l'agence sera éminemment réduit de 14 000 à 294 employés. La logique, bref. Il s'agit donc sans doute du plus grand licenciement de masse à ce jour. Ouais, c'est quand même effectivement pas rien, on va se dire. Je sais pas si c'est exactement le... Oui, celui-là, c'était le même. Hey, mes messages. Je vais mes messages. Écoute, j'ai celui-là également. Bon, lui, c'est... J'ai parlé à un ami qui a des relations au sein du Parti démocrate et il a dit que le niveau de panique suscité par la fermeture de l'USAID par Trump et Elon ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. En suivant l'argent, Dodge a porté un coup fatal au cœur de la machine de l'État profond démocrate. Et j'ai celui-là, techniquement, j'ai pas le... Ok, ça redit encore la même chose. Maintenant, il y avait une place, là, mais là, je l'ai plus vite fait comme ça, là, mais c'est pas dramatique de plus l'avoir parce que j'en avais fait, c'était sur X, là, puis je l'ai juste pris... c'était des photos, mais je l'ai juste... copier-coller sur Google parce que je suis une piètre en anglais pour voir exactement c'était quoi parce que c'était directement le chose de l'USAID directement. Donc eux autres, ça stipule selon une fiche d'information de l'USAID qui a depuis été mis hors ligne en 2023, l'agence a financé la formation et le soutien de 6200 journalistes à aider 707 médias non étatiques et a soutenu 279 organisations de la société civile du secteur des médias dédiés au renforcement des médias indépendants. Le budget de l'aide étrangère pour 2025 comprenait 268 376 000 euros alloués partout dans le monde.
Les médias et les organisations ont dû suspendre du jour au lendemain certaines de leurs activités. Nous avons des articles prévus jusqu'à fin janvier, mais après, si nous n'avons pas trouvé de solution, nous ne pourrons plus publier, explique un journaliste. En Ukraine, 9 médias sur 10 dépendent du financement de l'USAID. Plusieurs médias locaux ont déjà annoncé la suspension de leurs activités et recherchent les solutions alternatives. Chez Slide stvo.onfi, c'est un site. 80% de notre budget est concerné, déclare Anna Babinette, PDG et cofondatrice de ce média d'investigation indépendant basé à Kiev. Le soutien aux médias indépendants fait partie des efforts d'assistance à la démocratie et à la gouvernance de l'USAID depuis les années 80. Le gouvernement américain est désormais le plus grand donateur public pour le développement des médias indépendants dans le monde. Maintenant, on va aller sur Wikipédia pour voir un peu les choses. Parce que ça, je trouve ça vraiment quand même intéressant à lire. Donc, on parle que finalement, l'Agence des États-Unis pour le développement international, donc le United States Agency for International Development, donc l'USAID, est l'agence du gouvernement des États-Unis chargée de développement économique, de l'aide humanitaire dans le monde, l'agence sous la l'agence de travail sous la supervision du président du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. Ça fait quand même 1 heure que j'en lis, c'est quand même pas si pire. Je prends une gorge d'eau. C'est ça. Elle a été créée en 1961 par un décret executive order du président John F. Kennedy. Le budget de l'agence a de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans les années 2020, dépend principalement des versements effectués par le gouvernement fédéral des États-Unis. En 2025, dès le début de la seconde présidence Trump, induisant la création du nouveau département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk. Un débat s'engage je sais pas, là, mais je suis fatiguée des yeux. OK. Donc, création, Elon Musk. Un débat s'engage sur le futur mode de fonctionnement de l'USAID, voire sur sa future existence comme agence indépendante très rapidement. Au début de février 2025, le secrétaire d'État Marco Rubio est directement mis à la tête de l'agence à titre intérimaire. Donc, il y en a quand même pas énormément à lire pour de vrai. C'est pour ça que ça me dérange pas de le lire tant que ça. Au niveau de l'historique, tirant son origine du plan Marshall d'aide à l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, l'USAID a créé le 3. Bon, ça, je pense que là, on peut. Je pensais qu'il y avait plus. Son budget annuel pour 2006 est de 9,1 milliards de dollars. Pour l'année fiscale 2016, Barack Obama demande une somme de 10,7 milliards de dollars pour le budget principal. USAID gère aussi 12 programmes hors des États-Unis qui sont budgétairement isolés pour un montant total de 22,3 milliards de dollars. Une affaire de rien. En février 2025, Elon Musk, nommé au sein des départements de l'efficacité gouvernementale dans la seconde administration Trump, accuse l'agence d'être une organisation criminelle qui doit mourir et annonce sa fermeture. Le nouveau président Donald Trump suspend également toute aide étrangère omis pour Israël. L'accès au site internet de l'agence est coupé. Les accès intranet des employés sont coupés. Plusieurs responsables sont mis en congé sans solde et il est annoncé que l'agence allait être transférée au département d'État des États-Unis. Il est prévu qu'une large partie des employés de l'agence perdent leurs emplois. Je pense qu'on a compris. Le 7 février 2025, l'administration Trump ne gardant que 611 employés sur les près de 10 000 employés qu'a l'agence. Donc, au niveau de la mission, là, ça, on le sait. On n'a pas besoin de le répéter là-dessus. En 2024, le budget, c'est 40 milliards de dollars. OK, ça, on passe, là, maintenant. Critique et controverse. Ça, c'est là qu'on comprend toute la patente, en réalité, le pourquoi que finalement,
C'est de l'ostinement, cette patente-là. L'Agence des États-Unis pour le développement international a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs pays et ONG. Accusations de lien avec l'industrie agroalimentaire. Selon l'ONG, les amis de la Terre, les autorités américaines utiliseraient, on lit bien, les autorités américaines utiliseraient la faim à des fins commerciales et politiques au bénéfice des grosses industries agroalimentaires, notamment par le biais de l'USAID pour livrer du maïs transgénique dans les pays d'Afrique australe. J'ai aucune idée c'est quoi du maïs transgénique là. C'est du maïs génétiquement modifié qui est une variété cultivée dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme. On se comprend, génétiquement modifié, ça le dit là. Lorsque les gènes étrangers sont introduits par transgénèse dans le génome du maïs, on parle de maïs. Ok, on l'a compris, c'est correct. Là. Ça répète là. Donc, dans les pays d'Afrique australe. En Uruguay, en 1969, l'agent du FBI spécialiste de la torture, Dan Mitrione, il ressemble à quoi ce bonhomme-là? Le bonhomme, on l'a dit. Non. On a ses funérailles. C'était quoi ces funérailles? Moi, je vais tellement trop partout. J'aime ça, gang. Enlèvement et assassinat. Enlèvement et assassinat, gang. Alors que l'emploi de la torture s'amplifie et les tensions en Uruguay montent, les Tupamaros enlèvent Dan Mitria, ok, en 1970, ok, à Montevideo, Il est interrogé sur ses activités secrètes, puis dans les jours qui suivent, de longues négociations ont eu lieu avec le gouvernement autoritaire pour changer sa libération. Ok, finalement, bon, on comprend que c'est un crotté, là, en gros. C'est un crotté. Donc, le spécialiste de la torture, bref, est envoyé sous l'égide de l'USAID, démasqué par la guérilla de Tupamaros, ce qu'on vient juste de lire, bref. Il est assassiné en 1970. À sa mort, le porte-parole de la Maison-Blanche déplorera le meurtre d'un homme dont le service dévoué à la cause du progrès pacifique dans un monde ordonné demeurera un exemple pour tous les hommes libres. Et boy! C'est un gars qui te torture, hein, quand même. Ah, je suis allée où? Ah, ok. En Équateur, l'USAID est au centre d'une affaire de corruption à la fin des années 80, lorsqu'il est révélé qu'elle versait à une trentaine de hauts fonctionnaires chargés de la dette extérieure, fatiguée, gang. Ma voix est fatiguée. Moi, je suis en feu, mais la voix est fatiguée. Du refinancement et de l'obtention de crédits d'importation pour de vin et pour les inciter à prendre les décisions voulues par Washington. En Russie, cette agence est interdite en Russie en septembre 2012. C'est une scrap, cette affaire-là. Bolivie. C'est au tour d'Evos Morales. Non, et non pas le forum de Davos. Président de Bolivie de 2006 à 2019, d'expulser l'USAID de son pays en date du 1er mai 2013. Présente depuis 49 ans sur le territoire, l'USAID agit pour des objectifs politiques et non pour des objectifs sociaux, a affirmé Morales. Ok, c'est un nom. Ça a l'air que c'est un nom. Plus jamais l'USAID qui manipule, qui utilise nos frères dirigeants, qui utilise des camarades à la base en leur donnant des aumônes, a ajouté Morales. Selon les informations, c'est juste que je trouve ça spécial de s'appeler Morales. Mais bon, ok, c'est pas ici, on se comprend, c'est en Bolivie, mais quand même. Selon les informations dévoilées par Wikileaks, l'USAID a versé 4 millions de dollars en 2007 à des organisations séparatistes de Santa Cruz afin de déstabiliser le gouvernement bolivien. J'ai tellement la gorge sèche. Mais pas sèche. Tu sais, quand la bouche là, est tellement comme fatiguée là, que
la salive est rendue comme toute pâteuse. Là. Je suis rendue à ce niveau-là, gang. Ça va bien. Pas grave, là. Cuba. Le 4 août 2014, Associated Press a révélé l'existence d'un plan de l'USAID visant à renverser le régime cubain. Cette opération clandestine aurait consisté de 2009 à 2012 à envoyer des jeunes en provenance du Venezuela, du Pérou et du Costa Rica sur des campus universitaires de l'île sous couvert d'y organiser des ateliers sanitaires de prévention du VIH et identifier les leaders potentiels d'une alternative au régime communiste. En Venezuela, en 2022, l'USAID a joué un rôle essentiel dans la tentative de coup d'État contre Hugo Chavez, d'après les messages secrets révélés par Wikileaks. L'ambassadeur américain au Venezuela, William Brownfield, explique dans une note diplomatique de 2006 que les activités essentielles de l'USAID consistent à renforcer les institutions démocratiques, pénétrer la base politique du régime, diviser le chavisme, protéger les intérêts vieux des États-Unis, isoler Chavez internationalement. Là, j'avoue que là, j'ai à peine compris ce que j'ai lu. Vraiment, il y avait trop de stock. Là, je suis comme... Ok, je sais pas. En mars 2009, un camion estampillé USAID appartenant à l'agence et conduit par un chauffeur de l'agence de développement britannique est entré en collision avec, bon, on s'en fout, avec la voiture de Morgan Tsvangirai, co-président du Zimbabwe, et de sa femme, tuant cette dernière. Le fait que, ben ça doit pas être une collision, ça doit être voulu. Le fait que ce camion soit de l'USAID a contribué à démentir les rumeurs d'attentat. OK. Fait que quand même, avec les choses de corruption, toutes ces affaires-là, on comprend que Trump, c'est pas le premier à juste plus vouloir de l'USAID. Ça dit que c'est une aide humanitaire, mais ils ont quand même utilisé la faim pour faire de la merde. Tu sais, la faim dans le monde et tout, ils l'ont utilisé. C'est pas rien, là. Tu sais, on parle quand même, selon l'ONG, les Amis de la Terre, moi, c'est ça que j'en reviens pas. Les autorités américaines utiliseraient la faim à des fins commerciales et politiques au bénéfice des grosses industries agroalimentaires, notamment par le biais de l'USAID pour livrer du maïs transgénique dans les pays d'Afrique australe. C'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Puis l'affaire avec le spécialiste de la torture aussi, là, genre, c'est un bonhomme. Yes. Donc ça, c'est correct. Ça, on peut dire que c'est fait là-dessus. On va enlever ça. Lui, on va t'enlever aussi, je pense. Ouais, on t'enlève aussi. Maintenant, il est 20h21. Je pense que ça va être pour ce soir, ça accueille parce que je pourrais rentrer dans le GNL Québec. Or, il y a quand même une entrevue avec Éric Duhem qui va être longue. Là, gang, si je continue ça, on finit facilement à 9h. Facile. Donc, je pense que je vais continuer, genre, mardi à la place. Ça va être mieux comme ça. Sincèrement. Mais vraiment, GNL, c'est quelque chose que... C'est le fun à savoir. Mais c'est quelque chose que je me doutais, je vous l'avais dit d'entrée de jeu. On verra pour GNL Québec si vraiment j'ai le temps. Mais là, c'est comme... C'est trop. C'est juste trop. Réellement. Fait que ça va aller à mardi. Juste pour vous dire, je pense sincèrement changer mon horaire. Le mardi, c'est correct. Là, ça, il n'y a pas de problème. Mais le jeudi, probablement, je vais le changer pour le vendredi soir. Pas la semaine prochaine, parce que là, la semaine prochaine, en plus, c'est comme la Saint-Valentin, c'est comme le vendredi. Fait que ça donne vraiment mal. Là. Sinon, il faudrait que je fasse pour exception. Le vendredi, ça va devenir le jeudi. Tant qu'à ça, je suis mieux de laisser ça le jeudi. Mais je pense, pour les autres semaines, mettre ça au vendredi parce que le jeudi,
sais, j'ai mon émission que je mets le mardi. Après ça, ça va directement au jeudi. Ça arrive que des fois, ça pop que j'ai des nouvelles, mais j'en ai pas toujours. Puis souvent, je me rends compte, vraiment souvent, j'arrive le jeudi soir, mon émission est faite. Il y a quelque chose qui pop-up le jeudi soir quand j'ai fini. Puis là, je suis comme, ah, ok, super, mon émission est mardi prochain. C'est poche. Tandis que si je le fais le vendredi soir, ben là, j'ai eu le temps d'avoir toutes les nouvelles au complet le mercredi, le jeudi, le vendredi, puis toutes les foot le vendredi soir. Puis vous êtes là, gang. Vous êtes là. Jeudi ou vendredi, vous êtes là de toute façon. Je fais que je trouve aussi bien mieux de faire ça, sincèrement. Fait que, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être le jeudi quand même. Là, à cause de la Saint-Valentin, je vais garder ça de même. Mais pour les prochaines semaines, ça risque de changer pour le vendredi réellement. Je vais préférer ça comme ça. Vraiment, vraiment beaucoup. De toute façon, ça donne mieux parce que le jeudi matin, je travaille. Jeudi après-midi, j'ai autre chose tout le temps. Fait que là, j'ai pas beaucoup de temps non plus pour rassembler plein de trucs et tout, faire le travail pour finalement, le jeudi soir, donner le show le soir. Le vendredi, j'ai pas grand-chose. Fait que c'est... Genre, j'ai vraiment le temps de travailler mon émission à fond et tout. Fait que c'est vraiment juste genre le best le vendredi. Fait que je vais juste vous le dire. Sinon, pour le reste, sinon, on va aller sur YouTube. Je vais juste vous montrer un truc que je suis très contente, personnellement, mais faut encore travailler là-dessus. Je vais aller sur mon propre compte. Afficher sur la chaîne. Je suis rendue à 35 abonnés, gang. 35 abonnés dans mes vidéos. Réellement, il me reste seulement... J'ai comme... J'ai... Je sais pas, j'ai égrené mon nez. J'ai comme vu de quoi partir de mon nez. Désolée, c'était pas vraiment... C'était pas cute, mais c'est ça. Je sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas. Bref, il me reste juste réellement, là, pour faire des lives sur YouTube, il en faut 50 des abonnés, puis je suis à 35 abonnés. Fait que juste faire l'augmentation, ça serait quand même pas pire, mais je suis vraiment contente parce que quand je regarde au niveau de mes vues en général, vraiment, ça fit souvent. Tu sais, bon, il y en a que je reviens dans mes... un peu moins de, moins de 10 vues, ok, mais tu sais, pour le nombre que j'ai d'abonnés, ça me dérange pas tant. Mais j'ai vraiment des places que j'ai... Ça explose, genre 75 vues, genre 50 vues. Là, j'en avais eu moins, mais c'était comme ma semaine qui avait vraiment le moins de stock intéressant, sérieux, là. 99 vues. C'est fou comment est-ce que Donald Trump, quand j'en parle, j'ai des vues à fond. Non, t'as rien vu, c'est bien parce que c'était pas si beau. Ok, je pense que c'est mieux, effectivement. Oui, ça va être mieux. Bon, non, celui-là, je l'ai pas compris encore, par exemple. Genre, DUCQI, moi aussi, 105 vues, je l'ai pas... PSPP qui donne raison à Trump pour les frontières, là, je comprends le buzz, mais je comprends pas à ce point-là le buzz, pareil, je l'ai pas compris, en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire, tu sais, j'ai ma chaîne YouTube et tout, j'ai vraiment, tu sais, les sujets, je les remets là-dessus. Tu sais, j'ai 577 vues, je l'ai pas très... Un enfant de 6 ans menotté par des polices pour refus d'aller à l'école, ça, c'est vraiment mes deux gigantesques, là, j'en ai vraiment fait, là. Fait que ça, c'est des 50 vues, 70 vues, dans les 500 vues, ou des moins de 10 vues. C'est fou quand même, YouTube, comment c'est des open doors. Bref, en tout cas, dans 15 abonnés, techniquement, je ferai des lives. Donc, bref, vous comprenez le message. Si vous voulez me l'augmenter, je serais très heureuse de ça. Parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des lives sur YouTube. Vraiment. Donc, sur ça, on aurait en content de t'avoir connu à soir, à aller m'abonner sur YouTube. Oui, vas-y. C'est sûr qu'en soi, je mets pas énormément de choses différentes. Si vraiment t'as manqué mon live, tu vas avoir un rattrapage sur YouTube. En réalité, c'est juste ça la différence. Je mets pas réellement d'autres choses de plus que ça, mais c'est quand même bien parce que pour les lives, ça ferait bien. C'est juste à ce niveau-là. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec TikTok. On sait jamais. Moi, je préfère être sûre de pouvoir continuer ailleurs s'il arrive quelque chose. C'est de m'assurer quelque part. En gros.
C'est pour ça, sinon je serais pas sur YouTube, ça me servira à rien. Donc, un de plus, ok, tu l'as déjà fait? Ça, c'est ça? Non, ben là, je le vois pas, en tout cas, si c'est... si tu l'as déjà fait, là, moi je le vois pas de mon côté, là, mais sinon je vais le voir bientôt. Sinon, tu en tout cas, du moins, merci à l'avance, puis t'es la bienvenue, évidemment. Donc, voilà. Merci d'avoir été là ce soir. On va se retrouver mardi prochain. On va parler de GNL Québec. Assurément, j'ai une entrevue à vous montrer pour ce qui est de Éric Duhaime qui a passé à Kik FM. Et on a aussi celui-là du Bloc québécois. C'est pas une entrevue complète, là. C'est vraiment pas, c'est un segment seulement que j'ai qui démontre que réellement, si vous votez... Hey, non, c'est pas mon japonais préféré, excusez. C'est bon, c'est correct. Mais ce que je disais, c'est que vous allez voir que si on vote pour le Bloc québécois, j'espère en fait que vous aimez le Québec comme il est présentement. Parce qu'avec le segment que je vais vous montrer mardi, vous allez comprendre très rapidement qu'il n'y aura aucun changement avec le Québec dans les 4 prochaines années. Ça va rester plate comme c'est là. Si vous voulez du changement, si vous voulez du progrès, quelque chose, c'est pas avec le Bloc que vous allez l'avoir. Et ce n'est pas du n'importe quoi ce que je dis. C'est pas mal les autres qui le disent. Dans le segment que je vais vous montrer mardi prochain. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Vous étiez quand même plusieurs parce que il y a vous, mais il y a les gens aussi qui sont sur Rumble, qui sont là également. Merci énormément. Donc, c'était Actu 4 dans True Facts et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission, un nouveau live où est-ce qu'on parle de GNL Québec, entre autres, évidemment. Sur ce, bonne fin de semaine et on se revoit bientôt. Ciao, bye!